Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième conférence de la French Touch. Côté éditeur, ce coup-ci, on va parler manga, édition de manga, production de manga français, avec trois éditeurs qui représentent assez bien, je trouve, moi, le French Touch en manga sur l'exposition et dans les librairies. Je vais passer la parole. Présentez-vous un peu, chacun, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Benoît Yo, je suis éditeur manga chez Glénat. Et donc, le catalogue Glénat Manga compte bien évidemment de nombreux titres, One Piece, Hajin, Tokyo Ghoul, etc. Et en parallèle, depuis quelques années, nous développons également des mangas de création française, avec notamment Stray Dog et Ayakashi. Ayakashi qui vient de paraître à l'occasion de Japan Expo mercredi dernier. Alors bonjour à tous, moi je suis Elise Storm, je travaille chez Ankama Édition. De notre côté, on a commencé le manga français il y a 10 ans avec le Dofus Manga. Et depuis 2012, donc il y a eu City Hall, Radiant, et nos dernières nouveautés sont Burning Tattoo et La Brigade Temporelle. Bonjour, Timothée Guédon, responsable éditorial aux éditions Kana. Donc, Kana, c'est Naruto, je crois que vous connaissez. On fait de la création depuis 2007, pas forcément manga, format tankobon, 192 pages et série, mais depuis 4 ans maintenant, on fait du manga à la française avec Save Me Pity d'Elsa Brandt et apparaître en septembre Booksters avec Rémi Guérin, Guillaume Lapeyre et Sylvain Dos Santos. Merci à vous trois. Alors je me permets de me présenter, je m'appelle Frédéric Tout-le-Monde. Moi je ne suis pas éditeur en France, je suis éditeur au Japon d'une petite maison d'édition qui s'appelle Euromanga. Moi je traduis en fait de la bande dessinée franco-belge et du manga français en japonais. J'ai notamment la chance de traduire Radiant en japonais et le mois prochain Last Man, je débute la série Last Man. Donc pour moi être ici pour parler de la French Touch, c'est un peu faire des heures sup. Surtout avec mes homologues ici présents français. Donc je suis très impatient de connaître tout ce qu'ils vont nous raconter sur leur quotidien en matière de création, parce que c'est quand même des éditeurs qui à la base travaillaient comme moi en traduction. Donc faire des offres à des éditeurs japonais de séries qu'on a déjà évalué, dont on connaît déjà le résultat, et partir là-dessus sur un travail finalement assez simple d'adaptation graphique avec une traduction. Donc là, on est sur un travail de création avec des auteurs français. Je suis très curieux de savoir comment ça se passe. Est-ce que Benoît, tu peux nous en parler un peu de comment ça se passe avec ces auteurs français ? Alors, le travail de création avec un auteur, c'est un travail de collaboration. C'est-à-dire qu'en général, un auteur vient proposer un projet à un éditeur, donc un projet plus ou moins abouti, qu'il s'agisse d'un scénario, d'une intrigue, de personnages. Et à partir du moment où l'éditeur en discute suffisamment avec l'auteur, ils se mettent d'accord pour effectivement lancer la machine. La particularité d'un manga de création, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout dans une logique d'un manga de localisation. Donc la localisation, c'est le phénomène qui consiste à prendre un titre qui existe déjà dans un autre pays et à l'adapter à un autre secteur. Exemple, One Piece au Japon qu'on traduit et localise pour le marché français. Là, on est vraiment dans un manga de création et donc en fait, on est dans une relation complète de collaboration avec l'auteur pour faire en sorte que les ambitions qu'il a, les projets qu'il souhaite mener à terme, soient menés à terme de la meilleure manière qui soit pour que, au final, lui soit content, mais surtout les lecteurs soient contents. Donc c'est vraiment un travail qui permet de se mettre à la place du lecteur et de faire en sorte que le livre que vous aurez entre les mains soit celui qui vous apporte le plus de plaisir possible. Oui, il y a aussi tout un suivi au quotidien avec les auteurs où il y a un planning à respecter. Ils doivent produire un nombre impressionnant de pages et il faut les accompagner, les soutenir pour que ils arrivent au bout de l'aventure, que l'album sorte dans les temps. Et voilà, c'est du coaching des auteurs. Il y a aussi cette facette-là dans le suivi de la création. Élise, un mot là-dessus ? Oui, alors moi j'ai la particularité aussi de faire de la bande dessinée chez Ankama. Et en fait, ça se passe à peu près la même chose. La seule grosse différence que moi je vois avec mes auteurs, c'est le temps de production.
C'est-à-dire qu'un lectorat de manga, ils sont habitués à avoir leur manga japonais tous les 3-4 mois, voire parfois 2 mois. Un auteur français qui arrive à faire 2 tomes par an, c'est déjà exceptionnel, puisqu'il n'a pas forcément autant d'assistants, voire pas du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler avec eux. C'est, comme le disait Benoît, c'est une collaboration. C'est beaucoup de soutien, effectivement, pour qu'ils tiennent le coup. Et c'est vraiment la très très grosse différence. Sinon, le reste, c'est exactement comme le format franco-belge que vous connaissez tous. Alors, je me permets de rebondir un tout petit peu. Effectivement, l'accompagnement éditorial d'un auteur de manga est sensiblement similaire à l'accompagnement d'un auteur japonais. Mais par contre, il faut bien garder à l'esprit que les codes du manga sont des codes différents de la bande dessinée. Donc, par conséquent, vous avez une narration qui est beaucoup plus délayée dans le manga, ce qui fait qu'il faut y faire attention de la même manière par rapport au découpage des planches, par rapport au suivi de l'intrigue, par rapport à la fluidité de la lecture. Donc, c'est tout un tas d'éléments, je dirais que en tant que lecteur de manga, on va dire à peu près tous intégrés, mais qui sont des points sur lesquels on doit faire attention lorsqu'on travaille avec l'auteur. Okay. Pour ce qui est de justement cet élément de ces différences de code propres, de la grammaire propre au manga, à savoir une narration fluide, on est sur quelque chose finalement des codes très très différents de la bande dessinée. Vous, en tant qu'éditeur, est-ce que c'est des points sur lesquels vous avez un peu de mal à donner? Est-ce que c'est des points qui sont parfois problématiques pour vous pour accompagner les auteurs? Problématique non, mais c'est leur rappeler qu'au Japon, la grande différence par rapport à nous, c'est qu'il y a les magazines de prépublication, donc les auteurs japonais travaillent dans l'idée, il faut faire revenir le lecteur la semaine prochaine ou le mois prochain dans le magazine pour qu'il continue d'acheter le magazine et suivre l'histoire. Là, comme on n'a pas ce support-là, il faut parfois rappeler aux auteurs, oui, attendez, là, pour tenir le lecteur en haleine sur 200 pages, faut travailler différemment de la bande dessinée européenne qu'on connaît. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on n'est pas, comme on ne passe pas par un magazine de prépublication, en tant qu'éditeur, on n'est bien évidemment pas lié à un format de chapitrage. C'est-à-dire que dans les magazines de prépublication japonais, comme les auteurs doivent rendre par exemple 20 planches par semaine, il y a vraiment ce côté feuilleton. Là, l'auteur et l'éditeur savent au départ qu'ils vont partir sur un manga de 192-208 pages. Ils savent également que s'il y a besoin, on peut prolonger un petit peu si jamais l'intrigue le nécessite. Mais ça n'empêche pas qu'il faut bien évidemment veiller au rythme au sein d'un même manga, parce que si vous tapez 150 pages, on va dire un petit peu lente, et puis qu'au final, quand vous fermez le livre, vous vous dites bon bah finalement c'était sympa mais sans plus, ça n'a d'intérêt ni pour vous, ni pour nous, ni pour l'auteur. Alors sur cette question du rythme, de l'importance de la prépublication au Japon, de la manière dont ça structure finalement l'accompagnement éditorial, il faut quand même rappeler que c'est aussi l'occasion, en tout cas pour les éditeurs japonais, de toujours avoir un suivi quotidien, hebdomadaire avec l'auteur, avec un travail en amont sur les phases d'écriture, que ce soit le scénario, mais même un énorme travail sur la phase de storyboard. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez un peu à instaurer avec vos auteurs français ? Alors oui, c'est quelque chose qu'on arrive un petit peu à instaurer pour la bonne et simple raison que quand on édite un manga qui fait à peu près 200 pages, on a une date de bouclage finale, puisqu'on connaît la date de parution et par conséquent la date à laquelle les planches doivent être finalisées. Mais vous imaginez bien qu'on n'attend pas d'avoir 180 pages pour tout lire et se dire « Ah, en fait, il y a un problème à la page 8 ». Donc on a vraiment un travail de suivi de l'auteur, un travail de soutien, c'est-à-dire qu'on est régulièrement en contact par mail, par téléphone pour en discuter. Pour s'assurer que tout se passe bien, éventuellement épaulé. L'auteur aussi, il ne faut pas oublier qu'en général, il est un petit peu solitaire dans la création de son œuvre et que du coup, il a véritablement besoin de ce contact humain pour lui dire non, ce que tu fais, c'est super bien. On sait que tu as des doutes parce que tu as l'impression que là, tu n'y arrives pas, mais t'inquiète pas, on est là, on va prendre du temps. Et si besoin, si jamais on sent qu'un auteur vraiment est confronté à certaines difficultés, on en parle parce que le but du jeu n'est pas de publier un titre pour publier un titre. Le but du jeu est de publier un titre dont la qualité satisfasse tout le monde. Donc s'il y a besoin par exemple parfois de prendre un petit peu plus de temps pour développer une scène, on va développer la scène parce que s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est qu'avec l'excellence, on arrive à toucher le maximum de monde. Par contre, avec la médiocrité, on est sûr de louper tous nos lecteurs.
Ok. Élise, tu es avec Ankama, vous êtes sans doute la maison d'édition qui œuvre le plus dans le domaine du manga made in France, du French Touch. Donc vous avez un gros pôle d'auteurs en créa, en manga. De ta propre expérience, tu as vu quand même des personnalités, des profils assez différents en matière d'auteur, que ce soit de qualité ou même de tempérament. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail au quotidien, comment ça se passe avec tout ce beau monde? Alors, en fait, chez Ankama, on a 2 catégories d'auteurs. Les jeunes auteurs qui sont complètement autodidactes, qui n'ont jamais édité, c'est leur première publication. Et puis les autres auteurs qui viennent du format franco-belge ou d'autres mangas, qui donc ont déjà vécu cette collaboration avec un éditeur. C'est beaucoup plus facile pour moi en tant qu'éditrice, et même pour toute la chaîne éditoriale, c'est plus simple. Ils comprennent tout de suite, on n'a pas, entre guillemets, à les former en fait. Quand on a un jeune auteur qui débarque dans le milieu éditorial, qu'il a cette envie d'éditer, on ne lui ferme pas la porte, au contraire, on l'accompagne. Mais ça prend beaucoup plus de temps. On va par exemple mettre 1 an et demi à bien préparer un tome d'un jeune auteur. On va vraiment passer par toutes les étapes. Le scénario, on l'étudie de A à Z. Si c'est 3 tomes, on va étudier le scénario sur 3 tomes. Pareil sur le découpage. C'est vraiment un accompagnement, un échange. C'est quotidien. C'est des échanges de mails quotidiens, c'est des échanges de coups de fil. On les accompagne en interview, on les accompagne en dédicace. Un auteur qui a déjà de l'expérience, 10-15 ans dans la BD, c'est beaucoup plus facile, il est déjà autonome. Et c'est plus facile, effectivement. Mais on ne ferme pas du tout la porte aux jeunes auteurs, bien au contraire. Il y a un vivier énorme en France et il y a un gros potentiel. Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Benoît tout à l'heure, où on ne va pas attendre la page 180 pour dire à l'auteur ta page 8, il faut la recommencer. Il y a différentes étapes qui permettent de vérifier avec l'auteur si son histoire tient la route, si telle séquence est bien découpée, si on comprend l'action. Donc ça passe par, comme le disait Élise, le storyboard, le scénario, le storyboard, les planches crayonnées et les planches ancrées. On a toutes ces étapes-là qui permettent de relire, de vérifier, de reposer des questions à l'auteur. Tiens, qu'est-ce que tu voulais dire à ce moment-là ? Est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait changer les choses de telle manière pour que ce soit plus lisible, pour que le lecteur qui ne connaît pas ton histoire, qui n'est pas baigné dans ton univers, sache ce que tu veux raconter. En fait, effectivement, comme disait Benoît, ils sont seuls. C'est très difficile le métier d'auteur, je préfère vous avertir. C'est pas une partie de plaisir, vous travaillez facilement 14 heures par jour, surtout dans le milieu du manga. Les week-ends, vous les connaissez pas beaucoup, les vacances, voilà, je préfère vous avertir. Ça reste, quand on a envie d'en faire, voilà, il faut savoir tout ça. Par contre, c'est vraiment une collaboration. On est là pour vous accompagner, on n'est pas là pour vous freiner en fait. Il ne faut pas nous voir, on a un gage, c'est un partenariat. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment noter. Alors avant qu'on parle un peu plus dans le détail de la future génération, des jeunes qui actuellement vous proposent des choses, j'aimerais qu'on revienne sur les pros qui actuellement font vraiment une belle carrière et proposent de belles choses. Notamment, en haut, vous voyez Ayakashi, donc la nouveauté de Glénat en matière de créa manga par Izu et Vanra. Vanra qui vient à la base plutôt un peu du comics américain, enfin qui a bossé dans le comics américain. Tu disais tout à l'heure qu'un auteur qui vient de la BD, c'est plus facile de travailler avec lui. Quid pour Vanra? Comment ça se passe? Alors ça se passe bien, sinon je ne serais pas là. Ce qu'il faut savoir avec un auteur, c'est que bien évidemment, aucun auteur n'est identique à un autre auteur. Chacun a sa méthode de travail, chacun a ses particularités, chacun a ses points forts et ses points faibles. Et on parlait tout à l'heure justement des étapes comme le scénario, le storyboard, la validation, etc. Il faut savoir que ces étapes, on va dire, ça constitue bien évidemment un chemin idéal, mais qu'après, le rôle de l'éditeur est de s'adapter à la manière dont fonctionne l'auteur.
Dans le cadre de Vanra, par exemple, elle tombe bien évidemment effectivement au départ des storyboards pour savoir comment vont se dérouler les chapitres avec les intrigues principales, mais il s'avère qu'au fur et à mesure, comme elle vit véritablement ses personnages, le résultat du chapitre final tel qu'il est dessiné ne correspond pas forcément au storyboard initial. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire que c'est une notion qu'il faut prendre en considération. Donc, bien évidemment, on est là pour s'assurer que la collaboration se déroule au mieux. On est là pour vérifier que le titre soit lisible et compréhensible. Et donc, le travail principal avec donc, Vanra et Ezu sur Ayakashi, c'était un travail où effectivement, bon, on a vu le design des personnages, donc ça c'était assez facile. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avait les planches, donc on avait des chapitres de 20 à 30 pages, et donc je recevais ces chapitres et je les lisais. Notamment pour vérifier deux choses. La première, qui est un point auquel personne ne fait attention, c'est la facilité de lecture. Quand je parle de facilité de lecture, je ne parle pas du fait que les phrases soient trop longues, trop courtes, etc. Mais je parle simplement du regard. C'est-à-dire que, en fait, même si le manga est à la base une œuvre dessinée et illustrée, l'œil, ce qu'il suit dans la page, ce sont les bulles. Donc il faut d'abord s'assurer que les bulles sont bien harmonieuses et bien réparties dans la page pour que l'œil puisse les suivre naturellement sans se poser la question. Si jamais l'œil ne suit pas naturellement l'ordre des bulles, vous sortez de l'histoire et du coup c'est pas appréciable. Donc ça c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'est effectivement ensuite de s'intéresser d'une part au dessin pour vérifier qu'ils correspondent bien avec les bulles, ce qui permet par exemple de repérer des erreurs de perspective, ou que dans un combat, on voit la lame du personnage, mais comme par hasard, il y a un morceau de démon qui est sur la lame du personnage, ce qui fait qu'au lieu qu'on ait l'impression de voir un morceau de démon et une lame, on a plutôt l'impression d'avoir une sorte d'arme mutante qui, pareil, fait sortir de l'œuvre. Donc ce sont des petites corrections qu'on demande à l'auteur, toujours avec la même ambition, qui est une ambition partagée, qui est faciliter la fluidité de lecture. D'accord. Sur la précédente conférence, à propos de la relation à l'éditeur, Elise Browns, donc l'auteur de Save Me Pity, disait « Mon éditeur est très gentil, trop gentil parfois ». Qu'est-ce que tu as à répliquer à ça ? Ben, c'est peut-être la grosse différence avec les auteurs japonais et leur façon de travailler avec les éditeurs japonais par rapport aux auteurs européens, où les auteurs européens, je pense, c'est leur bébé qu'ils nous confient. Et donc, parfois, effectivement, on y va avec des pincettes quand on fait des remarques, quand on fait des commentaires sur un dessin, sur une blague. Si on ne la comprend pas, on se dit, bon, là, est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait rajouter ? Donc, c'est parfois un peu de la diplomatie, et peut-être qu'on est parfois trop gentil, mais Elsa est une crème et dans le genre respect des plannings, elle est ultra professionnelle, donc bon, c'est son ressenti à elle, mais quand on trouve qu'un point en particulier ne va pas, on lui dit. On lui dit, là, non, je crois qu'il faut revoir les choses. On a eu une réunion tout à l'heure avec elle sur le tome 5 et qu'elle est en train de boucler, qui sortira en fin d'année. On s'est dit, tiens, là, est-ce qu'il y a un souci, on ne capte pas bien. Il faut revoir, peut-être, là, juste déplacer 2 cases, intervertir. Donc, il faut... Voilà, Elsa est charmante et elle l'entend très bien et elle sait qu'on lui dit ça pour... rendre service à l'album, donc ça se passe bien. Après, voilà, faut pas y aller, je crois, comme un bulldozer et dire non, ça va pas, tu recommences. Qui est peut-être plus une méthode qu'appliquent les éditeurs japonais avec leurs auteurs. Voilà, il y a un côté, c'est leur bébé, et donc faut les ménager pour qu'ils aillent aussi au bout de l'album et que ça se passe bien, et qu'ils aient envie de continuer à travailler avec nous, qu'ils aient envie de continuer à faire des albums. Elsa, de ce côté-là, ménager les susceptibilités des auteurs, c'est un élément important de ton travail, dans ton expérience personnelle. Oui, la diplomatie, on la développe énormément, hein. Ça, c'est sûr. Après, c'est un échange, c'est vraiment un échange. Et effectivement, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne va pas lui dire tu changes, tu recommences sans expliquer. On s'explique en disant, bah voilà, là, en fait... ta fin, il faudrait la changer parce que il faut créer une attente chez le lecteur, ou ça tombe trop à plat,
il y a vraiment, on impose, enfin moi je n'impose rien. C'est vraiment un échange et quand il faut faire des compromis, on fait des compromis. Mais effectivement, les susceptibilités, oui, il y en a. Il faut savoir que c'est un, enfin voilà, je le redis, c'est un métier très dur. Il y a des hauts, il y a souvent il y a des hauts, au départ ils sont hyper boostés, il y a toujours une phase de creux au milieu, et c'est là où il faut qu'on soit là pour les soutenir, leur dire voilà, n'hésite pas à m'appeler, on échange, prends un break, s'il faut décaler le titre, on le décale, enfin, on n'est pas là pour le faire souffrir et pour qu'il s'évanouisse devant nous, enfin, c'est pas du tout le but, au contraire, nous, ce qu'on a envie, ce que disait Benoît, c'est que ça plaise au lecteur en fait, donc et ça passe par l'auteur, et sa santé morale, physique, mentale. C'est vraiment un échange. On en est même au niveau anecdote, c'était Elsa qui, je crois que c'était sur le tome 2, on échange par mail où on s'appelle et il nous dit ouais là je suis crevé, j'ai un rhume et donc du coup bah, tiens t'as un rhume, essaye le jus de pépins de pamplemousse, ça marche bien, on est voilà un peu parfois la maman, le médecin, le psy, le confident. Ouais, donc en tant qu'éditeur vous japonisez un peu quoi quand même. Il y a quand même une japonisation de votre métier d'éditeur là. Un petit peu, mais je dirais une des différences, c'est que les auteurs travaillent en général chez eux et donc pas forcément dans les locaux de l'éditeur, en tout cas pour le manga. Donc déjà, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'échanges, on va dire, par mail et par téléphone, et pas physiquement, donc, donc ça joue. Mais c'est vrai que régulièrement, on leur dit, enfin, on est là aussi pour leur dire, calmez-vous. Ok, on est parti sur une date de sortie, on est parti sur une date de bouclage. C'est une date idéale. On espère tous que ça va se produire et que le manga au final sera de la qualité escomptée. Après, on n'est pas là pour que nos auteurs nous claquent entre les doigts. Donc plusieurs fois justement quand Vanra était en train de me rendre ses planches et qu'elle me disait ah là là j'y arrive pas, je sais pas comment je vais m'en sortir, j'ai dit écoute, dans ce cas là ce qu'on va faire c'est que tu regardes à quel rythme tu travailles, à partir de là on en déduit je dirais comment est-ce que tu peux me rendre les planches, et si jamais tu me dis bah non je suis désolé le bouquin ne pourra pas sortir, bah le bouquin il sortira pas à la date escomptée, il sortira juste un petit peu plus tard. Et ça ce sont des choses effectivement qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, parce que donc l'éditeur bien évidemment travaille avec l'auteur mais en parallèle l'éditeur est également une interface avec tout un ensemble de services de la maison d'édition, dont le service communication et le service commercial. Et à partir du moment où l'éditeur transmet au service communication, au service commercial, la publication d'un album, on va dire, ça veut dire qu'il s'engage à ce que cet album soit publié en temps et en heure. C'est pour ça qu'il a un rôle très important par rapport à l'auteur, pour dire, parce qu'il ne va absolument pas dire au service communication, au service commercial, voilà, le bouquin il sortira pour Japan Expo, et puis à partir du moment où tout le travail a été fait, leur dire, non mais en fait, je suis désolé, je me suis planté, je pensais que l'auteur y arriverait et c'est pas le cas. Donc on veut vraiment justement que la relation soit très harmonieuse entre l'auteur et l'éditeur, de sorte qu'on puisse avoir une certitude sur une date de publication pour ensuite lancer toute la machine. Oui, il y a vraiment, en fait, on finit par anticiper sur leur réaction en fait. C'est-à-dire que quand ils commencent un tome, on a déjà fait 1 ou 2 tomes avec l'auteur, il y a une anticipation sur, bon, il commence comme ça, il est dans cet état d'esprit-là, bon, il va pouvoir le faire, ok, on y va. Et en fait, c'est vraiment, enfin moi, j'ai vraiment ce côté, j'anticipe comment il va se sentir. Et c'est, ouais, on sait leurs rendez-vous médicaux, on sait comment ils se sentent le matin. Enfin, oui, on est un peu des mamans parfois. Moi, j'avais une question sur la relation entre l'éditeur et l'auteur quand il s'agit d'une paire d'auteurs. C'est-à-dire que quand il y a un scénariste dans la partie, comme c'est le cas pour City Hall ou pour Ayakashi, comment ça se passe? Est-ce que la discussion finalement elle se fait pas finalement c'est une double discussion qui se fait peut-être donc avec les 2 auteurs. Sur Ayakashi par exemple avec Izu, comment vous fonctionnez tous les 3 pour avancer? En fait, on fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que de la même manière qu'on a un auteur, un éditeur, pardon, excusez-moi, est là pour accompagner un auteur, un éditeur est également là pour accompagner des auteurs. Donc, je dirais, pour Ayakashi, on a d'une part un scénariste et d'autre part donc une dessinatrice, co-scénariste, puisqu'en fait, Izu a proposé le concept original d'Ayakashi en termes de déroulé, d'intrigue, etc. Et Vanra, à partir du moment où elle a accroché sur cette histoire, a décidé donc bien évidemment de la mettre en scène, et elle l'a mise en scène de la manière dont elle l'envisageait en tant que dessinatrice. Schématiquement,
et toute proportion gardée, c'est un petit peu comme si vous aviez d'un côté le roman de Game of Thrones et de l'autre côté la série télé. La série télé suit le roman de Game of Thrones en grande partie, mais ce n'est absolument pas la même chose. Donc la collaboration entre Izu et Vanra s'est passée, on va dire, un petit peu de cette manière-là. Et bien évidemment, il y a eu énormément d'échanges entre eux en parallèle, sans forcément que je sois là, puisque lorsqu'ils avaient des réflexions sur tel type de personnage, à ton avis, quelle arme il faudrait lui mettre, etc. Et ensuite, après, donc on s'est concertés tous les trois. Et là, justement, on est en train de... Enfin, parce que bon, moi, je ne suis que l'éditeur. Ils sont en train de travailler donc, sur le tome 2 d'Ayakashi. Et justement, on est censé se voir donc, juste après Japan Expo pour mettre au point, justement, le déroulé, la manière dont les chapitres s'enchaîneront pour que l'intrigue soit à la fois fluide et compréhensible. Alors, en bande dessinée, pour les jeunes auteurs, en tout cas, débuter avec un scénariste qui a déjà une expérience, c'est souvent un plus assez décisif pour signer un premier album. Est-ce que c'est un schéma qu'on retrouve dans le manga, dans la création de manga chez vous? Est-ce que les dossiers que vous les recevez avec un scénariste de bande dessinée, avec un jeune auteur qui n'a pas fait de bande dessinée, mais qui a un bon coup de patte? Alors, au niveau des projets qu'on reçoit, on reçoit effectivement un petit peu de tout. C'est-à-dire que bien évidemment, à partir du moment où vous avez, on va dire, des auteurs qui sont déjà infiltrés dans le milieu de l'édition, donc qui connaissent différents éditeurs, je dirais, ils n'ont pas à passer par le schéma habituel d'envoyer un courrier, faire un comité de lecture, etc. C'est, je dirais, beaucoup plus souple. Ils discutent avec l'éditeur, ils disent bon, bah voilà, j'ai une idée, à ton avis, est-ce que ça t'intéresse, etc. Donc ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui existe et qui, à mon avis, je pense, est très similaire à la bande dessinée traditionnelle. Oui, effectivement, quand les auteurs sont déjà installés ou infiltrés, comme tu dis, dans le milieu, de toute façon, souvent, ils se connaissent aussi les uns les autres et donc ils échangent entre eux, les scénaristes avec les dessinateurs. Tiens, j'ai telle idée, j'ai tel projet, est-ce que ça te branche de travailler sur cet univers-là? Et c'est important que quand ils travaillent en binôme ou même en trinôme, quand il y a parfois des co-scénaristes, que dès le départ, ils aient une envie commune sur le projet. Sinon, si on imposait un scénario à un dessinateur, s'il n'a pas envie de bosser dessus, ça va être la croix et la bannière pour faire sortir l'album. Il va y aller à reculons et ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait une osmose entre les auteurs eux-mêmes, en plus d'une bonne entente avec l'éditeur. D'accord. Pour ce qui est de ceux qui n'ont pas la chance de connaître un grand scénariste du monde de la bande dessinée, donc ceux qui débutent, qui ne connaissent pas grand monde du monde de la bande dessinée ou du manga, mais qui ont un projet éditorial à soumettre, comment ça se passe? Est-ce que vous en recevez beaucoup? Vous pouvez nous faire un petit point sur, sur les tout débuts pour un jeune auteur? Alors en fait, effectivement, on reçoit de plus en plus de projets. Je pense que ça doit être le cas chez vous aussi, que ce soit par mail ou par courrier. Principalement, c'est des auteurs qui sont complets, c'est-à-dire qui souhaitent faire scénario, dessin et trame. Malheureusement, c'est sur le scénario la plupart du temps où ça tique. Il y a du potentiel au niveau du dessin, on peut accompagner, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, au niveau du scénario, moi j'ai tendance à préférer les mettre en collaboration avec un scénariste déjà installé ou infiltré, j'aime beaucoup ce mot en fait. Mais il y a bien souvent une réticence de la part des jeunes auteurs. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, il faudrait d'abord qu'ils se focalisent sur leur dessin, parce que c'est là où il y a souvent du potentiel, et qu'ils profitent effectivement d'un scénariste qui peut leur apporter des conseils aussi. Et effectivement, créer cette envie d'osmose dont parlait Timothée tout à l'heure. C'est vraiment là-dessus où, en tout cas de mon point de vue, chez Ankama, on a le plus de soucis. C'est sur le scénario en fait. C'est vrai que si on regarde notamment les profils des auteurs qui sont présentés dans l'exposition French Touch, de l'autre côté, vous pouvez voir plusieurs auteurs qui ont commencé à faire vraiment juste le dessin sur des titres de bande dessinée notamment. Je pense à Tony Valente qui maintenant fait une très très belle carrière avec sa série phare Radiante. Il a quand même fait 10 ans de bande dessinée avant de démarrer vraiment dans un style manga. Et sur ses premiers albums, il était vraiment juste dessinateur avec un scénariste expérimenté. Et c'est
on sent que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment qu'il a forgé sa base graphique, sa base artistique. Puis, il y a un élément qu'il faut tout simplement garder à l'esprit en tant que lecteur, c'est qu'on découvre un manga pour le dessin, mais on y reste pour l'histoire et les personnages. Donc si jamais vous avez effectivement un manga qui est extrêmement bien dessiné, mais où à la fin de votre lecture vous vous dites ouais c'est sympa mais j'ai pas appris grand chose, je me suis pas amusé, il aura beau avoir le meilleur dessin du monde, vous voudrez pas forcément acheter la suite. Donc c'est pour ça que c'est très important à la fois de privilégier le dessin, puisque c'est le premier élément par lequel le lecteur rentre dans un manga, mais c'est surtout très important de privilégier le scénario, parce que c'est ce qui permettra justement à l'intrigue d'être à la fois complexe et pertinente, et de faire qu'elle pourra s'étoffer sur plusieurs volumes, sans forcément non plus tirer à la ligne. Sur les projets que vous recevez, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent, des tendances graphiques ou de genre d'histoire qu'on vous soumet? Timothée? On a souvent des scénarios qui proposent des histoires action, aventure dans un monde post-apocalyptique et sans rien de plus. Où il manque l'originalité, il manque le petit truc qui va faire que c'est pas un énième univers post-apocalyptique qui nous est présenté, mais il y a ce petit truc qui va faire qu'on va accrocher à l'histoire et qui va embarquer le lecteur. Et je trouve que ce que conseillait Élise est effectivement un conseil qu'on donne souvent aux jeunes auteurs, de rencontrer des auteurs professionnels, essayer d'échanger avec eux pour, est-ce que vous avez des conseils à me donner sur le scénario, mais aussi sur le dessin, sur le découpage, mais sur le scénario c'est effectivement important de pas... Il y a tellement de mangas publiés par an qu'il faut réussir à sortir du lot. Et si on propose une histoire qui a déjà été vue, lue 15 000 fois, on ne va pas réussir à sortir du lot, à se faire remarquer et à attirer le lecteur. Ce qui est très important, je pense, dit comme ça paraît simple, mais à mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est très important pour des auteurs lorsqu'ils travaillent sur un projet, c'est que lorsqu'ils le présentent à un éditeur, ils leur vendent du rêve. Et c'est très difficile de vendre du rêve à un éditeur parce que comme il édite des livres, et des mangas en particulier, à longueur d'année, il a vu énormément de schémas narratifs, énormément d'intrigues de personnages, énormément de retournements de situation. Et du coup, il a une perception, on va dire, peut-être plus pointue que d'autres lecteurs, et donc il faut vraiment trouver le petit déclic qui permette à l'éditeur d'accrocher. Et ça passe notamment par un truc tout bête, c'est que déjà dans un premier temps, si vous êtes un jeune auteur, dans un premier temps, partez pas sur des cycles à 10, 15, 30 volumes, parce que de toute façon, c'est un schéma beaucoup trop complexe à mettre en place. Partez plutôt sur des schémas relativement courts, 2-3 volumes. Ça n'empêchera pas, si le succès est au rendez-vous, bien évidemment, ça se développe. Mais partez déjà sur une intrigue qui tienne 2 à 3 volumes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, lorsque vous présentez un projet, vous connaissez l'univers, vous connaissez vos personnages, vous connaissez tout. L'éditeur à qui vous le présentez ne connaît rien. Et l'éditeur, il reçoit également beaucoup de projets. Donc c'est important, c'est que vous puissiez l'accrocher. Et donc que vous fassiez un petit peu le même principe qu'une bande-annonce. C'est très bien de tomber des dossiers de plusieurs dizaines de pages avec toutes les recherches, tous les chara-designers, toutes les intrigues, tous les secrets de l'univers. Mais ça, je dirais, ça intervient dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il faut vraiment que vous ayez une sorte de bande-annonce, de teaser, une accroche très rapide, un truc qui puisse lire très vite et où à la fin, l'éditeur se dise « Ah, là, il y a quelque chose, j'ai envie d'en savoir davantage ». Élise, un mot là-dessus? Moi, je conseillerais aussi au niveau du scénario, de travailler un résumé. Quand vous faites une histoire, essayez de la résumer. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Travaillez votre résumé. De toute façon, vous devez en faire un pour votre dossier de présentation à l'éditeur. C'est généralement là-dessus où on a un coup de cœur, où ça se passe vraiment, c'est tout bête. Le dossier la couverture du dossier, c'est joli, le titre est sympa, hop, on va tourner, et là c'est soit votre one punchline, donc c'est juste une ligne, et puis après un court synopsis. Si là-dessus il y a déjà quelque chose, on ira plus loin. Après, il y a des dossiers qu'on exclut tout de suite parce qu'on voit que c'est pas suffisant. Mais le résumé est très important. Si vous n'arrivez pas à résumer en, 10 lignes, ça fait à peu près 800 mots, on va dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que
c'est ce que va lire votre lecteur quand il va prendre votre manga en librairie. Il va lire la 4e de couve, il voit la couverture, il voit la 4e de couve. Si lui non plus, il n'est pas tout de suite attiré, il y a quelque chose qu'il faut retravailler. Pour ce qui est des jeunes générations, justement, on constate quand même l'arrivée de nouvelles écoles de manga en France. Je pense notamment à la Human Academy à Angoulême et à Toulouse Manga, à Toulouse donc, qui vraiment ont l'air de préparer des choses assez intéressantes. Est-ce que vous êtes un peu mêlé à ces écoles? Est-ce que vous suivez un peu leur travail? Quelles sont vos attentes par rapport justement à leur activité? Alors, on les suit effectivement un petit peu, puisque bien évidemment, à partir du moment où ce genre d'école s'est installé en France, ils sont également allés voir les éditeurs français pour établir des partenariats, ce qui fait qu'on est en relation régulière avec eux. Donc, on suit, je dirais, les programmes des uns et des autres. On a régulièrement des visites de ces écoles au sein de nos locaux pour leur expliquer la manière dont nous, éditeurs, fonctionnons. Après, ce qui est important pour les personnes qui sont dans ces écoles, c'est n'oubliez jamais que ce qu'on vous apprend, c'est un cadre. Et le cadre, il est là pour quoi? Il n'est pas là pour que vous le respectiez. Il est là pour que vous le connaissiez et puissiez en sortir en connaissance de cause. Et c'est ça qui vous permettra justement d'acquérir l'originalité recherchée. Oui, voilà, c'est vraiment des bases qui sont enseignées avec l'EIMA dont on est partenaire, donc à Toulouse, qui va ouvrir ses portes là fin août. La démarche de la directrice a été d'aller voir les éditeurs. Je pense que ça a été le cas puisque Kana est partenaire aussi. Et on a vraiment discuté, moi j'ai vraiment discuté avec Claire, qui est la directrice, pour justement enseigner aux jeunes, pas seulement de savoir dessiner, de raconter, de faire des belles cases, de respecter un sens de lecture, mais aussi leur montrer toute la chaîne éditoriale, tout ce qu'il y a autour, tout ce dont ils vont avoir besoin une fois qu'ils vont vouloir collaborer avec un éditeur. Donc ça passe par les contrats, qu'est-ce qu'un contrat d'édition, quel organisme par lequel je passe, est-ce que je vais passer par la GESA, est-ce que je fais juste un numéro de tirette, la facturation, quels sont tous les corps de métier dans la chaîne éditoriale, parce que je pense que peu de jeunes auteurs le savent en fait. Ça c'est vraiment une démarche intéressante de l'EIMA. Oui, et autre point important qu'ils ont dans leur démarche, c'est de... Bien sûr, il y a la technique de narration, de découpage, il y a toute la fabrication du manga en lui-même, mais ils ont cette exigence aussi que leurs étudiants ne se limitent pas au manga. C'est qu'il faut avoir une curiosité, que ce soit le cinéma, littérature, séries télé, enfin, il faut s'ouvrir au maximum à toutes les formes d'art, de culture. Et c'est comme ça que en tant qu'auteur, vous allez vous enrichir et vous allez pouvoir proposer des univers originaux aux éditeurs et qui vont les accrocher. Donc ne surtout pas se fermer à juste l'univers du manga. Non, il faut être ouvert, curieux et aller voir un peu partout ce qu'il y a. C'est ça qui fera la différence entre un projet et un autre. Il y a à ce propos-là une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est copier le travail d'une seule personne, c'est du plagiat, copier le travail de plusieurs personnes, c'est de la recherche. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, rien ne se crée jamais à partir de rien. On a toujours tout un tas d'influences, assumées ou non, et c'est bien évidemment absolument nécessaire que vous puissiez vous nourrir à toutes ces influences, que vous sachiez les digérer pour ensuite en faire votre style propre. Merci. Alors, on a bien vu qu'il y a deux aspects assez importants de votre travail. L'accompagnement éditorial des auteurs, mais aussi la production, le suivi de la production. Actuellement, on va parler de sujet qui fâche, mais on en est où côté business plan? Est-ce que le manga français, c'est un schéma économique qui marche? Comparé à la cessation de licence, l'achat de licence, en l'occurrence pour du manga japonais, quel est l'investissement à produire? À partir de quand l'éditeur s'y retrouve dans la création française? Alors déjà, bien évidemment, ça dépend des projets, parce que pour une raison relativement simple, lorsqu'on réfléchit à un titre, on réfléchit à son format, on réfléchit à sa pagination, on réfléchit à son prix de vente. Plus le format est grand, plus le prix sera élevé, et pareil, plus la pagination est grande, et plus le prix s'est élevé. Et le but est de définir déjà un prix de vente qui soit un prix qui soit attractif pour les lecteurs et qui nous permette d'établir effectivement le fameux business plan.
Après, au niveau de l'économie du manga de création, ce qu'il faut voir, c'est que le manga de création, c'est une économie qui est un petit peu différente du manga de localisation où on achète des licences, puisque lorsqu'on achète une licence, ce travail a déjà été accompli par l'auteur, et donc, je schématise, l'auteur a déjà été payé par l'éditeur japonais pour créer son œuvre. Lorsqu'on crée un manga, lorsque l'auteur crée son manga donc, en collaboration avec un éditeur en France, bien évidemment, l'auteur est payé par l'éditeur pour justement avoir le temps de créer. Ce que ça veut dire, c'est qu'un manga de création coûte plus cher à réaliser en termes d'investissement financier qu'un manga, qu'un achat de licence. Ça, c'est une certitude, mais ça, c'est la même chose pour la BD, etc., j'imagine. Oui, et par rapport à la bande dessinée européenne, la différence c'est que là on part sur des nombres de pages beaucoup plus importants et on ne peut pas se permettre de sous-payer un auteur. C'est ça qui le fait vivre au quotidien, donc ça devient une économie tout de suite plus compliquée par rapport à la bande dessinée. Et sachant qu'en plus, contrairement à la bande dessinée qui est vendue plus cher que le manga, un manga a un prix de vente public très attractif. Donc l'équation économique est beaucoup plus compliquée sur le manga que sur la bande dessinée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi un investissement un peu sur l'extérieur, à savoir, je prends l'exemple de Radiant chez moi, mais si on sort un manga qui par bonheur fonctionne à l'étranger, on va pouvoir aussi avoir un retour économique là-dessus avec une exploitation à l'étranger. Oui, ça fait partie effectivement des paramètres qu'on prend en compte lorsqu'on établit le compte d'exploitation. Bien évidemment, donc le compte d'exploitation, schématiquement, c'est un outil économique qui vous dit combien vous allez dépenser, combien vous allez gagner. Ça reste qu'un outil. En général, l'intérêt de compte d'exploitation prévisionnel, c'est le mot prévisionnel. Et vous savez que quand on met prévisionnel quelque part, ça veut dire qu'on a 90% de chances de se planter. Donc, effectivement, à partir du moment où on envisage une œuvre de création française, qu'il s'agisse d'une bande dessinée, d'un manga ou de toute autre chose, on a bien évidemment la perspective de pouvoir vendre les droits à l'étranger. Et effectivement, du coup, la vente de droits à l'étranger constitue un apport supplémentaire pour les auteurs, de la même manière que nous, lorsqu'on achète les droits au Japon, ce que nous payons pour acquérir les licences est un apport supplémentaire pour les auteurs. Donc, c'est quelque chose, je dirais, qu'il faut garder à l'esprit, mais malheureusement, on n'est jamais certain de si on arrivera à vendre le titre à l'étranger ou pas, sauf si, et c'est pas encore le cas, il s'avère que les auteurs en question sont des auteurs extraordinairement connus, capables de signer des cessions de droits à l'étranger sur leur seul nom. Donc en général, pour l'instant, c'est plus la cerise sur le gâteau. Et lorsqu'on établit le compte d'exploitation prévisionnel pour savoir comment est-ce que si on s'en sortira ou pas, on essaye déjà simplement d'équilibrer l'ensemble des facteurs. Et après, on se dit, voilà, si on arrive à le céder à l'étranger, ce sera tout bonus, ce sera pour tout le monde, l'auteur, l'éditeur. Donc c'est un point à garder à l'esprit, mais sur lequel on ne se base pas lorsqu'on crée le projet. On voit bien là sur la Japan Expo qu'il y a un engouement qui se crée autour de la French Touch. Les organisateurs ont mis en place tout un ensemble d'événements, une superbe exposition et puis ces conférences. Ça entraîne une nouvelle émulation, comme vient de dire, et puis surtout un engouement des médias pour cette thématique qui s'en emparent. On espère que ça va continuer, on espère que demain on continuera à parler de la French Touch. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe d'assez important au niveau éditorial et dans les librairies et avec les auteurs. Est-ce qu'on assiste vraiment au démarrage d'un nouveau mouvement ? Alors, je pense pas qu'on puisse réellement parler de démarrage parce que y a certains mangas de création qui existent depuis plus d'une dizaine d'années. Donc un démarrage qui dure 10 ans, c'est quand même un petit peu long. Par contre, effectivement, on observe vraiment un développement de ce type de lecture pour une raison relativement simple, c'est qu'au départ, comme il n'y avait que des mangas de création japonaise, les lecteurs ne juraient que par le Japon et que si ça venait pas du Japon, c'était forcément tout pourri. C'était un a priori, bien évidemment, il suffisait de lire certaines histoires, on se rendait compte qu'elles étaient meilleures. Maintenant, justement, les lecteurs se sont véritablement rendus compte que des auteurs français ou étrangers, on n'est pas non plus obligé de parler simplement d'auteurs français pour du manga, étaient également capables d'apporter quelque chose à ce type de lecture et par conséquent, je dirais, sont désormais un peu plus ouverts sur ce genre de problématiques et sur ce type d'histoire. Oui, et effectivement, moi je ressens vraiment cette année un gros changement. Merci Japan Expo d'avoir fait cet événement French Touch.
On arrive à... Les gens on recrute énormément. Les gens achètent beaucoup de tomes 1 sur Radiant, sur City Hall, sur la Brigade Temporelle, alors que City Hall est sorti déjà depuis 2012. On arrive encore à intéresser et à recruter, donc ça c'est... Merci encore une fois, et j'espère que ça continuera l'année prochaine et que ça se développera encore plus. Et en fait, ce qui est énorme, ce que je vois depuis à peu près 1 an, c'est qu'en fait, le lectorat soutient la production française. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce cliché qui existe encore, malheureusement. Il a tendance à s'effacer, mais grâce au lectorat qui soutient en disant ne juge pas, lis avant. Et il n'y a pas que notre travail, il y a vraiment le lectorat qui est là pour nous soutenir. Et donc merci à vous, parce que ça nous permettra de continuer, parce qu'on a vraiment envie de continuer, parce qu'il y a du potentiel énorme. Donc c'est une émulation qui est commune en fait, pas qu'au niveau des professionnels. Oui, je crois que ça va amener un peu d'air frais aussi dans la production manga, parce que les auteurs européens ont forcément d'autres choses à raconter que les auteurs japonais, et ça c'est bénéfique pour la création en général. Donc alors, merci de nous soutenir. Les auteurs, en dernière question, on avait posé la question aux auteurs de ce qu'ils aimeraient avoir comme piste pour améliorer un peu la création française, et on avait évoqué l'opportunité de relancer un magazine de prépublication. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête les uns les autres? Alors, rapidement, clairement, pour le moment, en tout cas au sein de Glénat, l'optique d'un magazine de prépublication n'est pas à l'ordre du jour, et ce pour différentes raisons. La première, c'est qu'on a pu constater d'une manière générale sur le marché français, pas forcément simplement sur le secteur du manga, mais également sur d'autres secteurs, que la prépublication ne marchait pas forcément énormément. Pour une raison relativement simple, c'est que le lectorat français n'aime pas forcément acheter 2 fois le même produit, et donc lorsque vous achetez un magazine pour découvrir une histoire, vous n'achetez pas forcément la version reliée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, donc alors justement, dans la conférence Fanchurch, Renaud Lemaire a rêvé un petit peu d'un manga de prépublication à 2 € les 1000 pages. Il y a un élément qu'il ne faut quand même absolument pas perdre de vue, c'est que déjà au Japon, les magazines de prépublication appartiennent aux éditeurs, c'est-à-dire qu'en fait ils sont dans une chaîne complètement intégrée. Le magazine, donc le Jump, dans lequel est par exemple prépublié One Piece, appartient aux éditions Shueisha qui elles-mêmes sortent les tankobons. Et par conséquent, comme tout est intégré, d'une part ça leur permet de faire de substantielles économies d'échelle, et d'autre part ils ont un lectorat beaucoup plus important. Il ne faut pas oublier que les ventes d'un Shonen Jump sont, on va dire, entre 700 000 et 900 000 exemplaires par semaine. On en est très très loin en France, et par conséquent, comme on n'a pas ce genre de tirage, c'est particulièrement difficile de proposer un manga de prépublication à un prix attractif. Ok, donc on a bien compris. A priori, pas de magazine de prépublication dans les prochains temps pour de très bonnes raisons. Pas pour le moment. Mais on est quand même convaincu, là je pense avec tout ce que vous avez dit, que vous avez une vraie envie de poursuivre cet effort éditorial en matière de création française, et on a hâte de découvrir tout ce que vous allez sortir et nous proposer dans les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Merci à vous. Voilà, vous avez encore une dernière conférence dimanche à 16h sur la French Touch. On parlera d'animation avec 5 professionnels qui travaillent à Tokyo. Pour le manga, c'est tout pour côté conférence. Merci beaucoup encore. Je vous dis pas acheter français parce que ça n'a pas de sens. Je vous dis juste soyez curieux. Regardez quand c'est quelqu'un qui est par ici. Regardez ce qu'il fait. Soyez curieux. Sans a priori, et puis si c'est bien, achetez et soutenez ces éditeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.